Think est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour échanger sur des questions essentielles. L'Atlantic Dialogue réunit de grandes figures autour des enjeux stratégiques régionaux et mondiaux dans le cadre somptueux de la Mamounia. 70 nationalités, 400 participants, 260 étrangers, 60 Emerging New Leaders. Voilà un peu quelques chiffres clés de cette 7e édition du Policy Center for the New South. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Bouchra Rahmouni, Senior Fellow du Policy Center for the New South. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on va commencer avec vous parce que vous étiez ce matin la modératrice du lancement justement de cette 5e édition annuelle du rapport Atlantic Currents sur les perspectives atlantiques. On va en parler dans un instant. Le temps aussi de dire bonjour à Karim Rinaoui, qui est le directeur général justement de Policy Center for the New South. On parlera de cette nouvelle dénomination avec vous, c'est Rinaoui, dans un instant. Alors Madame Rahmouni, vous avez donc modéré ce matin cette table ronde, ce lancement de la 5e édition annuelle du rapport Atlantic Currents sur les rapports et les perspectives atlantiques. Voilà donc ce rapport, un rapport volumineux. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Madame Rahmouni? Il y a beaucoup de choses. Je vous conseille de le lire. Vous apprendrez, tout le monde apprendra énormément de choses sur l'Atlantique. Je profite du fait que vous soyez avec nous pour que tout le monde apprenne. Justement. Écoutez, tout d'abord, il y a un élément central dans cette édition, il s'agit de la culture. Vous savez, parce que si on veut analyser une région, on ne peut pas le faire si on ne s'attaque pas à l'analyse de la culture de la région. D'ailleurs, si vous prenez le cas, quand on parle de l'Union européenne, Jean Monnet avait dit, si j'avais su, j'aurais commencé par la culture. Donc nous avons 2 chapitres qui sont dédiés à cet aspect et qui montrent effectivement la conclusion qu'on en a tirée, c'est que l'Atlantique, elle a une histoire connectée entre les différentes rives. Le littoral africain, le littoral américain, justement. Américain, notamment Amérique latine. On se rappelle l'esclavage et tout ça. Oui, tous ces aspects-là ont été abordés dans les 2 chapitres dédiés à la culture. Aussi, l'aspect commercial a été abordé, changement climatique, la sécurité alimentaire, le multilatéralisme qui a d'ailleurs intéressé énormément de personnes dans la salle lors de la présentation des Atlantic Currents. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on lit ce rapport, nous n'avons pas fait un focus sur les aspects négatifs, parce que quand on regarde d'ailleurs le titre, il faut bien le subdiviser en 2 parties. Overcoming, c'est le positif, dépasser. Choke points, c'est les goulots d'étranglement que connaît la région. Donc pour revenir au message clé, c'est que nous avons mis en évidence aussi bien les problématiques actuelles, les défis futurs, mais tous les auteurs dans cet ouvrage, si vous voulez, ont essayé de voir comment est-ce qu'on peut explorer le potentiel atlantique de façon à bâtir un futur commun. De façon positive. De façon positive, exactement. Un futur commun qu'on ne peut bâtir si nous arrivons à, s'il y a une compréhension mutuelle, si nous nous connaissons mutuellement et correctement, et bien sûr que dans le cadre où nous allons effectivement au-delà des goulots d'étranglement, de façon à, si vous voulez, trouver des solutions. Autrement dit, c'est une façon aussi de rompre avec l'ancien paradigme, qu'il faut absolument axer la réflexion que sur les problèmes. Est-ce que justement l'Atlantique sud des Amériques peut être un appui central pour le développement de l'Afrique? Forcément, parce que quand on regarde déjà les statistiques en termes de commercial, c'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas encore assez développé ces aspects-là, mais vous regardez les chiffres, ça a augmenté. Il y a déjà si vous voulez, des accords de libre-échange entre l'Amérique latine et l'Afrique. Nous avons énormément aussi à partager en termes de sécurité alimentaire, l'Afrique latine, et peut-être de lutte contre la pauvreté, et aussi en termes de transition politique. Et aussi en matière d'environnement. L'Amérique du Sud fait beaucoup de choses et l'Afrique est en train justement d'émerger à ce niveau-là.
Vous savez, d'ailleurs, l'Afrique, c'est la région qui émet le moins de dioxyde de carbone. Mais qui en pâtit aussi le plus. Qui en pâtit, mais effectivement, l'Afrique pourrait tirer bénéfice de l'avantage de l'aération, c'est-à-dire c'est un terrain qui est encore vierge et dans lequel on peut pas seulement expérimenter, mais aussi adapter et adopter certaines mesures au contexte africain. Alors justement, est-ce que le Maroc peut être un leader dans toutes ces thématiques-là? On le voit sur l'environnement, on le voit sur la migration avec le pacte mondial qui vient de se tenir à Marrakech. Écoutez, je dirais qu'il peut se partager le leadership avec d'autres pays. C'est vrai que le Maroc est leader, il fait énormément, c'est reconnu mondialement dans plusieurs rapports, mais je crois qu'on ne peut pas avoir cette prétention de dire qu'on va être les seuls leaders. On peut se partager le leadership parce qu'effectivement nous sommes très bons sur plusieurs axes, mais nous avons d'autres pays aussi. Le Brésil. Voilà, le Brésil exactement, qui effectivement ont des avancées assez importantes. Alors vous étiez dans cette salle, il y avait beaucoup d'intervenants justement. Quelle a été la réaction de la salle par rapport à ce Atlantic Currents justement? Écoutez, moi ce que j'ai remarqué, c'est que la salle a été, si vous voulez, la vedette au niveau des questions, c'était Donald Trump et l'administration Trump, et quel pourrait être l'héritage que pourrait léguer cette administration. Non seulement l'impact déjà présentement, mais aussi l'héritage que cette administration pourrait léguer aux générations futures. Il y a eu aussi l'aspect de la culture que nous avons abordé, donc pour dire que la culture peut faire énormément pour rapprocher, si vous voulez, les peuples et l'ensemble des rives. Parce que c'est vrai qu'on parle de 3 rives, mais si à voir, on est face à 4 rives. Vous avez l'Amérique du Nord, les Amériques, l'Afrique et l'Europe. Alors, il y a aussi la question des inégalités sociales. Comment les atténuer? Comment les atténuer. Donc, est-ce que c'est là? Et comment effectivement mettre l'humain au centre de toutes les stratégies, de toutes les politiques et de tous les plans d'action. Pour un développement durable? Pour un développement durable, c'est-à-dire que le citoyen ne doit pas être considéré seulement comme un élément d'une stratégie. Au cœur de la stratégie. Il est au cœur de la stratégie. C'est même pas un élément, j'arrive pas à trouver le terme, c'est comme c'est pas un client, vous voyez, oui. Mais c'est plutôt, il est au cœur de la stratégie, d'où l'utilité des bottom-up stratégies. Donc de partir de la base, peut-être pour réfléchir à des stratégies et à des politiques régionales, pourquoi pas au niveau du bassin atlantique. Restez avec nous, Bouchra Rahmouni. Je rappelle que vous êtes Senior Fellow du Policy Center for the New South et que vous avez justement supervisé ce rapport Atlantic Currents justement qui a été présenté ce matin. C'était en quelque sorte le clou de l'événement de cette matinée. Je vais me tourner vers Karim Ainaoui. Karim Ainaoui, bonjour. Vous êtes doyen de la faculté des sciences sociales de l'université Mohamed VI de Polytechnique. Vous êtes aussi le directeur général du Policy Center for the New South, le désormais ex-OCP Policy Center. Alors Karim Ainaoui, cette nouvelle appellation, c'est une rupture dans la continuité. Comment peut-on la qualifier? Continuité dans la rupture dans la continuité. Bon, je pense que c'est plutôt une étape, une phase, si vous voulez, un cycle. Après 4 années, fondamentalement, un modèle s'est mis en place progressivement à la pratique, qui n'avait pas été défini dans ses moindres détails dès le départ. Vous savez, ce n'est pas des choses, on a un cap, on pense le futur, mais ce que vous obtenez au bout n'est pas nécessairement ce que vous aviez pensé initialement. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on était très New South. Je vais expliquer c'est quoi New South et un peu moins OCP, en fait. Et jamais l'idée de l'OCP n'a été de faire une institution propriétaire ou un démembrement ou un département de l'OCP. Au contraire, l'ambition initiale a toujours été de mettre à disposition du pays, du continent, un think tank expert, basé, très ancré dans la qualité du travail académique, de la rigueur, des faits empiriques, bien sûr avec une forte composante politique publique, c'est-à-dire utile à la conduite des affaires publiques, mais aussi du secteur privé, donc un espèce de bien public, si vous voulez. Et donc peut-être que parfois la dénomination OCP pouvait laisser entendre
à certains, en tout cas. Une sorte de dépendance. Oui, ou de dépendance ou de côté un peu propriétaire, c'est-à-dire c'est le think tank de l'OCP. Ce qui n'était pas le cas dans la pratique, si vous voulez, dans l'état d'esprit du projet. Un. Et deuxièmement, c'est la question du New South, donc, qui définit vraiment ce que nous sommes aujourd'hui, 4 ans après. Et je crois que c'est très bien perçu et de manière très précise et très intégrée par l'ensemble de nos partenaires à l'international. Comme vous le savez, on fait beaucoup de choses à l'international. On est aujourd'hui dans la communauté globale des think tanks. Et nous sommes venus avec une perspective particulière qui était attendue. Et la réponse a été exponentielle. C'est-à-dire que nous sommes allés très vite parce qu'il y avait une attente du côté des pays avancés, mais aussi de ce qu'on appelle le Sud global, d'avoir un partenaire qui arrive avec sa propre vue des grandes affaires du monde, avec des experts comme le professeur Bouchra, et finalement le think tank ne vaut que par ses experts, par la qualité de ses hommes, de ses équipes. Ils viennent de partout, il faut le dire. Hein. On a Éthiopie, Sénégal, États-Unis, Europe, Amérique du Sud, Asie, enfin bon, c'est une cinquantaine de chercheurs globalement qui publient plus de 100 publications par an, qui sortent un livre par mois, qui font 80 événements qu'on organise en propre et plus de 200 événements auxquels ils participent au travers le monde où ils sont invités, etc. Donc nous sommes dans la communauté et nous sommes dans la communauté avec une perspective particulière qui est celle du Sud, d'un Sud rénové qui n'est pas le Sud, si vous voulez, très militant quand même, mais qui n'est pas le Sud du début des années 60, des années post-indépendance. Revendicatif. Voilà, un peu incantatoire, sans le jugement, c'était l'époque. Porteur de le centre et la périphérie, etc. Non, ce qu'on souhaite, c'est comprendre les affaires qui affectent notre futur, le futur de nos populations, nous tous, avec nos propres lunettes. Donc ça suppose la capacité analytique, intellectuelle, etc. Mais aussi contribuer à trouver des solutions à la définition, à la formulation des politiques publiques pour nos pays. Donc le New South, c'est un Sud décomplexé, responsable, qui se prend en main, qui n'est plus dans l'incantation, qui est expert et qui vient s'asseoir à la table des partenaires avec tolérance, respect, mais tout en ayant sa propre vue des grandes affaires du monde ou de ses propres affaires, bien sûr. Hein, donc c'est un peu ça, et c'est un peu ça ce qu'est le Policy Center aujourd'hui. Donc ce changement de nom, quelque part, vient simplement poser un nom sur une réalité qui s'est construite au cours de ces 4 dernières années. Je dois dire que ça s'accompagne aussi d'une nouvelle structure juridique. Donc, vous êtes mis en association justement. Alors nous étions hébergés dans nous étions hébergés dans la fondation OCP, si vous voulez. Aujourd'hui, on a décidé de créer une fondation, donc Policy Center for the New South, avec une gouvernance propre et avec une très grande distance entre le board, si vous voulez, les créateurs, qui sont notamment en grande partie l'université Mohamed Polytechnique, l'ancrage académique que nous avons déjà est expert, on souhaite le renforcer, et pas seulement avec cette université, avec l'ensemble des universités du Maroc et du contenu, et aussi de nouveaux espaces à Rabat, puisque nous grossissons, et un peu plus d'international avec des implantations très légères, mais dans d'autres pays. Donc c'est un peu ce triptyque qui fait qu'on a entamé une nouvelle phase, mais ce que je voudrais dire encore... Une nouvelle phase qui est venue après maturation. Après une forme de maturation. Ça a été fait vendredi dernier. Voilà, après 4 ans d'exercice et d'activité, et donc comme je vous le dis, aujourd'hui la vitesse de croisière depuis 2016, depuis 2017, tout ce qu'on fait sur notre site, c'est plus de 100 publications dans l'année, 80 événements, je vous ai donné quelques statistiques, un livre par mois et des contributions de nos experts dans d'autres publications et plus de 200 participants de nos experts. Donc l'idée, c'est, on a construit une culture aussi, c'est important. C'est pas qu'une addition de gens ou une addition de moyens, c'est une culture, c'est une méthode de travail, vous le percevez bien ici aux Atlantic Dialogue, une manière de faire, un style à la fois décomplexé que vous percevez, en même temps tolérant et en même temps sérieux, engagé, c'est-à-dire que on construit, on bâtit cette édition d'Atlantic Dialogues qui nous préexistait, que nous avons récupéré quand on a monté le think tank en mai 2014 et sur lequel on bâtit, on construit. C'est comme le livre qu'a animé Bouchra, qu'elle a
avec les autres co-auteurs. C'est la 5e édition, hein, déjà. Donc, et on bâtit, vous voyez, on est un peu têtu, on construit, on insiste, on revient à la charge, etc. Hein, c'est un peu ça l'idée. Karim Ainaoui, vous êtes activement engagé dans l'analyse des politiques publiques et vous favorisez justement la coopération internationale pour le développement des pays de l'hémisphère sud. Est-ce qu'à cet égard, Policy Center for the New South vise à être une sorte d'incubateur d'idées dans un cadre d'une conversation sur un pied d'égalité entre le Nord et le Sud? C'est bien défini, c'est bien dit. Je crois que c'est exactement ça. Mais pour être sur un pied d'égalité, vous devez avoir travaillé, vous devez avoir de l'expertise, vous devez être capable de définir des idées que les autres vont adopter. Et comme vous le savez, les bonnes idées ne sont pas bonnes en tant que telles, elles sont bonnes parce qu'elles sont partagées. Si vous êtes le seul à penser que vous avez une bonne idée, c'est plus une bonne idée. Donc, mais très sincèrement, si vous prenez les grandes dynamiques à l'échelle globale, si vous voulez, qu'on connaît tous, les questions de commerce, les défis de la migration, les défis en mer de Chine, la redéfinition des rôles des institutions comme l'OTAN, etc. La montée des nationalismes. Donc, il est important qu'on ait notre propre compréhension de ces choses, nos propres grilles de lecture, parce que le monde vu de Paris ou de Washington n'est pas le monde vu de Rabat. C'est respectable, et au contraire, mais vos interlocuteurs souhaitent aussi que vous ayez votre vue du monde, votre manière de penser ces choses-là, et il me semble, à la pratique, qu'ils sont ouverts tous à de bonnes idées, au dialogue, etc. Donc, les choses ne changent pas en un jour. Je pense que l'Afrique il y a un vrai sujet sur la manière dont l'Afrique en général interagit avec le reste du monde. C'est un vrai sujet. Il me semble qu'on n'en est pas encore tout à fait là où il faudrait être, qu'il y a du travail à faire, notamment au niveau des diverses institutions africaines. Le chemin est là. Je crois que le Maroc, de manière intéressante, par la voix du souverain aussi, a une approche. Une vision. Oui, une vision, une approche, un style aussi. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que le professeur a dit tout à l'heure, Bouchra, en disant elle était mal à l'aise avec le mot leadership, parce que c'est, encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde. En maître. Voilà, on est autour de la table, on contribue positivement avec les autres, et je crois que c'est ça aussi qui fait que le Maroc a une place particulière au niveau de la communauté internationale, et nous-mêmes on s'inscrit un peu dans cet état d'esprit, modestie, travail, sérieux, mais implication forte. Et si on nous demande de prendre un peu de leadership, pourquoi pas? Mais ça doit être la résultante d'un processus, si vous voulez. Karim, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique se libère de plus en plus de la dépendance? Je crois que oui, c'est bien ça l'enjeu. Bien sûr, il y a des défis, il y a la Libye, hein, on a tendance à oublier, la Libye est en Afrique, mais il y a des vrais défis comme la Libye, il y a des défis dans beaucoup de pays, en Afrique centrale, le Sahel, etc. Il me semble que la tendance est là. Alors bien sûr, si vous regardez à très court terme, vous pouvez être un peu, disons, déçu ou un peu pessimiste, mais la tendance est là, et notamment quand vous voyez la jeunesse, l'énergie. Je renvoie aux 50 jeunes leaders qu'on a ici, qui participent à cette conférence, je vous invite à rencontrer, qui sont vraiment exceptionnels, de 25 nationalités de l'Atlantique élargi. Ils sont 3000 à avoir postulé cette année, alors qu'ils étaient 1000 l'an dernier. Voilà, 3000, le programme commence à être connu. On a à peu près, on aura à la fin de cette édition 300 personnes dans cette communauté. On a eu 3000 applications, on en a pris, je crois, 48 pour être précis. Ils participent d'ailleurs pleinement aux activités. Voilà, ils ont commencé avant, ils ont eu leurs propres activités. Le 11 et le 12. Voilà, juste avant, et puis ils ont aussi leurs propres... Ils sont ici, participent à la conférence, peuvent contribuer, ils auront de l'espace dans les sessions, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'attitude donne entièrement raison à le Policy Center for the New South, qui estime que l'Afrique n'a aujourd'hui plus besoin d'aide conditionnée, mais plutôt d'investissements, les investissements qui lui assurent un partenariat gagnant-gagnant? Je crois que, vous savez,
ce qu'on appelle ODA, Official Development Assistance, donc, qui est l'aide publique au développement. L'aide publique au développement en français, qui contient un élément de concessionnalité, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Elle est de moins en moins volontariste. Oui, c'est plus ou moins 60 milliards de mémoire, ou 70 milliards. Ça. Mais c'est une fraction aussi des transferts, par exemple, des migrants africains dans le reste du monde. Et par rapport aux besoins en développement, en infrastructure, c'est, si vous voulez, une goutte d'eau en réalité dans l'océan. Donc le défi, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un flux massif d'investissements privés vers l'Afrique, où la rentabilité de ces investissements, compte tenu du niveau bas de développement de ces pays-là, est mathématiquement très élevé. Maintenant, plus facile à dire qu'à faire. Alors, on a un certain nombre d'idées sur ces questions-là, mais ça paraît être ça l'enjeu en réalité, dans la redéfinition aussi du rapport de l'Afrique au reste du monde. C'est à la fois dans le discours, etc., et de ce qu'on peut faire ensemble. Et donc ça me semble être le dépassement de l'aide officielle qui devrait être utilisée dans certains cas spécifiques, etc., ou pour donner un cadre général de garantie. Mais l'enjeu, c'est vraiment celui des flux de capitaux privés de l'investissement. Parce que pour l'Afrique, justement, c'est aujourd'hui les infrastructures liées à l'agriculture, par exemple, le moteur. Oui, par exemple, l'agriculture, puisque en moyenne 75%, dans certains pays 85% du continent travaillent ou dérivent l'essentiel de leurs revenus d'activités agricoles. Il n'y a pas de doute qu'il faut commencer là, mais vous avez aussi les défis de l'urbanisation rapide de ces pays-là, avec une très forte littoralisation, tout le monde vient sur les côtes, avec des mégapoles qui posent des défis énormes en termes d'aménagement. Aussi, qui oui, bien sûr. Des défis majeurs. Bien sûr, et donc les défis sont là. Hein. Donc il faut... Comment les relever? Comment être pratique, Karim Ainaoui? Je pense que... Vous êtes un économiste. Il faut écouter ce que disait Bouchra tout à l'heure. Il faut aussi écouter les populations, dans leur rue, dans leur quartier. Qu'est-ce qu'ils veulent pour fabriquer, pour faire des politiques publiques qui soient pertinentes. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup de transparence sur les données, sur les défis, pour équiper les populations dans leur dialogue avec les gouvernements, pour leur demander des comptes, pour leur demander... Une évaluation. Oui, permanente. Permanente. Ouais, mais plus qu'une évaluation, c'est l'implication dans la formulation de la politique publique dès le départ, quand vous décidez de développer, mettre de l'infrastructure dans des quartiers, etc., vous occupez de questions d'éducation, etc. Il faut absolument impliquer les populations, sinon vous avez des retours de bâton par la suite. On le voit même dans les pays avancés, si vous voulez. C'est une culture justement qu'il faut développer dans les ministères, les administrations, un peu partout. C'est une culture, mais c'est aussi un mariage et un rapprochement avec là où est l'expertise, là où est la science, si vous voulez, ou les disciplines, donc avec l'université. Je pense que dans beaucoup de pays, le monde universitaire et le monde des décideurs se boudent un peu, une petite fâcherie comme ça, dans certains pays, du fait de l'histoire, etc. Et qu'il est nécessaire, vous avez là une expertise, des économistes, des anthropologues, des ingénieurs, enfin des gens qui font des sciences dures, etc., qui peuvent apporter, pour eux aussi, sortir un peu du monde qui peut être parfois clos, universitaire, vers la société. Il faut qu'il y ait cette espèce de rapprochement, me semble-t-il, où les sources d'expertise sont là, où vous avez parfois des gens qui ont, par exemple, dans le domaine de l'urbanisation, connaissent l'expérience de 25 pays, qui sont au Maroc, qui peuvent apporter leur savoir-faire, etc., dans les politiques publiques dans ce domaine-là. Donc il faut essayer de trouver un mécanisme, je pense, pour faire en sorte que ça existe, ça soit généralisé, que ce soit sérieux, que ce soit expert, si vous voulez. Est-ce que de ce point de vue, Karim Ainaoui, les think tanks représentent aujourd'hui un laboratoire, puisqu'ils offrent, comme le Policy Center for the New South, un espace de dialogue libre, une sorte de travail un peu dynamique qui peut être utile pour les décideurs? Oui, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est l'expertise. Ensuite, c'est le format, si vous voulez. Ce qu'on fait ici, par exemple, aux Atlantic Dialogue, c'est donner un cadre, une plateforme pour que des individus se rencontrent, qu'on fasse plein de choses ensemble, etc. Notre force, c'est qu'on fait ce type d'événement parce qu'on a envie de travailler avec ces gens qui sont invités.
C'est-à-dire on leur parle, on fait des choses, on a des projets tout au long de l'année, des partenariats, etc. Ce n'est pas juste un événement, c'est bien construit, bien pensé. Comme je vous ai dit, on est un peu têtu. Donc ce livre, c'est aussi un travail qui est fait avec des partenaires, et on le fait exprès, c'est pas que nos experts qui sont auteurs. Et puis les autres regards sont aussi inclus. Absolument, il y a une majorité d'auteurs non policy-centers en fait. Et on fait beaucoup de choses comme ça. Donc c'est ça, cet espace de dialogue qui permet aussi de prendre la température, de dire des choses. Il y a aussi ce qu'on appelle le track 2, c'est-à-dire des dialogues semi-fermés ou fermés dans lesquels les think tanks se parlent, les officiels peuvent venir écouter, parler s'ils le veulent ou pas parler, passer des messages. Donc c'est des canaux aussi de discussion intéressants pour les pays et puis pour apprendre. Et ici, vous avez, si vous prenez la liste des participants, vous avez une expertise concentrée que vous pouvez voir en 3 jours extraordinaire. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire le tour du monde. Ils sont là, ici, à Marrakech. Donc il faut venir leur parler. Voilà. Karim Ainaoui, je vous remercie infiniment. Je vous laisserai peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous attendez, in fine, justement, d'ici samedi, la clôture justement de ce Atlantic Dialogue Bon, que ça se passe bien. Vous savez, quand vous organisez des conférences comme ça, déjà, vous voulez que ça se passe bien. Donc, déjà, c'est bien parti ce matin avec toute cette pléthore d'experts. Voilà, c'est bien parti. Il faut que ça se passe bien. Et puis, ce qu'on espère, c'est d'abord être pertinent, qu'il y ait des discussions intéressantes, à la fois dans les sessions, mais aussi dans les discussions parallèles, bilatérales, informelles qu'on peut avoir avec tout le monde. Moi, j'ai des objectifs extrêmement précis. Je peux vous en donner je peux vous en donner un ou deux. Trois. C'est un peu beaucoup, mais par exemple, il y a beaucoup ici d'académiques, de professeurs universitaires, etc., qu'on a invités, que je souhaite faire enseigner à l'université. Par exemple, il y a 1 ou 2 experts que je souhaite faire rentrer comme fellow au Policy Center. Et Bouchra a ses objectifs. Tout le monde va nous en parler dans un instant. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. Donc, vous voyez, on fait un peu... et puis, il y a 1 ou 2 partenariats sur l'année que je voudrais développer avec un think tank, notamment chinois qui est là, avec qui on veut faire des activités. Ça, c'est mes objectifs, moi, mais tous nos fellows ont des objectifs de cette nature. Oui, on se départage les tâches. Je vous remercie infiniment, Karim Ainaoui, directeur général de Policy Center Fort de Moussa. C'est la nouvelle appellation justement de l'ex désormais Policy OCP Center. Je me tourne vers vous, Bouchra Rahmouni. Je rappelle, vous êtes senior fellow du Policy Center Fort de Moussa. Justement, quels sont vos objectifs à vous? Écoutez, qu'on soit une source d'inspiration. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé quel a été, si vous voulez, le retour de la salle. Moi, je vais vous parler d'un retour hors de la salle. J'ai été abordée par un participant kényan qui m'a dit comment est-ce qu'on pouvait, effectivement, ou est-ce qu'il y avait moyen, on a discuté 2-3 minutes, mais je lui ai promis qu'on allait se voir pour un petit peu élargir la discussion. Effectivement, est-ce qu'on pouvait extrapoler, transposer ce qui se passe ici à l'océan Indien, comme il est du Kenya. Voilà, donc voilà, ça c'est merveilleux. Deuxième objectif, une large diffusion, voilà, de façon à ce qu'on touche énormément. Donc, disons d'ailleurs, rien qu'aujourd'hui, je crois qu'entre les participants, on en est, comme a dit M. Ainaoui, vous avez des officiels, des ministres, des anciens chefs d'État, notamment d'Amérique du Sud. Voilà, donc de tous les continents. Un panel leur sera consacré d'ailleurs. De tous les continents. Et aussi l'objectif, c'est de changer cette perception du Sud. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs s'y sont attelés, qui sont effectivement d'horizons différents, à savoir les Nations Unies, nous avons International Peace Institute, nous avons des représentants de gouvernement aussi qui ont travaillé. C'est mélangé, académique. Voilà, c'est aussi notre rôle. Voilà, donc c'est ça le. Donc je voulais dire, c'est une nouvelle perception du Sud, donc un Sud qui cherche à co-créer, à se co-développer et à co-émerger. Et qui veut faire entendre sa voix aussi, à travers Atlantic Dialogue. À travers Atlantic Dialogue, exactement. C'est vrai que c'est, pardon de sauter dans le débat, mais c'est important parce que aujourd'hui, je pense qu'après cette année, Atlantic Dialogue est d'ailleurs assez bien perçu. Vous pouvez poser la question à ceux que vous allez interviewer, comme un endroit où, quelque part, le Nord rencontre le Sud, mais vraiment. C'est dans les statistiques, c'est dans les équilibres de panel. C'est un travail qui nous a mis plusieurs années à pied d'égalité. Voilà, ça nous a mis, mais où on discute avec tolérance et ouverture et sérieux. Hein, on n'est pas dans le... Et je crois qu'on a
réussi après cette édition. Pas de langue de bois aussi. Oui, pas de langue de bois, clairement. C'est pas, oui, on discute sérieusement, ça veut dire ça. Et où vraiment, le sud rencontre le nord et au sud. Et à Marrakech, je pense, une marche. Et à Marrakech, donc voilà, c'est bien. Aussi bien dans les salles qu'en aparté, parce que nous avons une application voilà. donc, qui permet effectivement aux gens de prendre rendez-vous. Voilà, vous pouvez contacter qui vous voulez, j'espère que vous l'avez. Oui, voilà. Il faut l'installer. Voilà. Il y a aussi, il faut dire que cette 7e édition est également vue sur les réseaux sociaux grâce à Atlantique Dialogue TZ. Voilà. Je vous remercie infiniment, Karim Aïnaoui. Je vous remercie infiniment également, Bouchra Rahmouni. Restez avec nous sur Atlantique Dialogue TV. On va revenir dans quelques instants.